Ottawa. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une belle semaine. Ce soir, on va parler cinéma avec Gisèle Lantais et tout de suite, on parle avec Caroline Rochon de la vie d'entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui soit perdent un emploi, veulent faire un changement, l'économie change et on est vraiment dans un temps où on a la technologie qui peut dépasser, qui nous aide vraiment à faire autre chose. T'sais, on parle de la semaine de 4 jours, on parle de la semaine de 4 heures, l'entrepreneuriat global avec on sait qu'il y a des gens toutes seules qui font ça, là, mais il y a aussi des idées préconçues que c'est facile, que c'est pas facile, que c'est compliqué. On va essayer de regarder tout ça avec Caroline ce soir. Et Caroline qui est entrepreneur. Oui! Merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Tu nous donnes toutes sortes de conseils pour la vie. Oui. Et là, on va vraiment regarder l'entrepreneuriat et de nos jours, parce qu'on est vraiment dans un autre temps en ce moment. Absolument. C'est tout un autre... Bien, puis je pense qu'il y a des choses qui changeront jamais par rapport à l'entrepreneuriat. Puis moi, ça va faire déjà 18 ans. Non! Oui. Donc presque toute ta carrière. Ben non, parce que j'avais une autre vingtaine d'années, dans 20-25 ans. Non, arrête ça. Oui, je sais, j'ai l'air coquette et jeune, mais non, oui, là. Okay. J'ai quand même eu une 25 ans à peu près sur le marché du travail avant ça, puis... en fait, un peu mon parcours de cette décision-là est venu suite, je pense que j'en ai déjà parlé, suite à ma dépression et tout ça, où j'avais fait différents types de travail. Je m'étais retrouvée au gouvernement, j'essayais de tomber enceinte, ça fonctionnait pas. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai fait une dépression et tout ça. Puis c'est un peu dans le processus de désencombrer ma maison parce que les journées que j'étais comme trop malade pour rentrer travailler, je regardais la télé, puis il y avait les émissions de désencombrement et tout ça, puis là, j'ai fait « OK, je pense qu'il me parle à moi », puis tranquillement, pas vite, je me suis mis à désencombrer mon chez-moi. Puis j'ai trouvé une vieille boîte que j'avais commencé quand j'étais jeune, qu'à un moment donné, je voulais partir ma propre garderie, puis je voulais comme être un peu entrepreneur quand j'étais pour avoir mes enfants, puis j'étais pour partir une business et tout. Puis là, j'ai fait comme, ben là, ce rêve-là, je l'ai mis ça de côté, tu sais. J'avais oublié que j'avais ce rêve-là un peu de devenir entrepreneur. Puis plus, je dis toujours, j'ai trouvé ma passion sous mon désordre. Dans les boîtes avec toutes des découpures de journaux, d'entrepreneuriat et tout ça. Puis le fait de dire, ben là, j'ai besoin d'autre chose parce que littéralement, je pense que j'étais pour me tirer une balle dans la tête. Non. C'était à ce point-là que j'étais tellement malheureuse. T'sais. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ça va venir d'un désir profond d'aller vers quelque chose ou de fuir quelque chose. T'sais. Donc moi, je pense que c'était... Mais tu penses pas qu'il y a des gens qui ont ça aussi dans leur... C'est dans leur famille, c'est dans leur entourage. Oui, mais moi, j'avais pas ça. J'étais des gens qui travaillaient dans une banque, finance, tu sais, très conservateurs, des avocats et tout ça. Fait que c'était trop, toutes les petites affaires, tu sais. Fait que finalement, ben je me suis dit, OK, dans le processus d'organisation, j'ai réalisé, si je suis capable, quelqu'un d'autre est capable de le faire. Une entreprise. Oui, fait que là, j'ai dit, bon, ben je vais commencer à temps partiel. Donc, en 2005, j'ai commencé à temps partiel. Faire ça les soirs, les fins de semaine, voir est-ce que j'aime ça, est-ce qu'il y a un besoin, je suis bonne à faire ça. Puis, ça l'a grandi. Puis, 2016, j'ai demandé un temps partiel. Après ça, 2007, j'ai fait, je prends une année sabbatique. Puis là, c'est là qu'il arrive un peu, quand tu prends une décision de devenir entrepreneur, tu as genre 3 types de personnes. Des gens qui disent rien, puis il y a d'autres qui disent t'es folle. Puis il y en a d'autres qui disent, ben maudit que j'aimerais ça avoir le courage de faire ce que tu fais. Mm-hmm. Fait que vraiment, tu vas être entouré de gens qui, quand tu vas venir face à la décision de dire,
deviens-tu une entrepreneur, tu vas avoir toutes sortes de gens qui vont venir te donner leur propre opinion, et ça, même s'il n'est pas sollicité. Fait que pour moi, ça a été, comme je disais, mon désir de fuir cette vie-là, de routine, d'être malheureuse, puis tout ça était très profond. Puis, en dedans de 6 mois de mon année sabbatique, je prenais une marche, puis je me suis dit, Caroline, t'envoies un double message à l'univers que t'as pas confiance à réussir. Donc, après 6 mois, j'ai donné ma démission complètement. Fait que j'ai pas attendu, tu sais, mon plan B, là, que si ça marchait pas. Fait que je suis partie après 6 mois, donner ma démission du gouvernement, puis j'ai dit, je m'en vais, puis j'ai jamais regretté, jamais regardé en arrière, puis ça a été les plus belles années de ma vie. Ben, on a tous eu des belles années avant ça, là, mais je pense que c'est ça, tu en as parlé un peu dans l'intro, il y a une perception. Tu sais, parce que tu vas entendre parler de moi, j'adore ce que je fais, je suis passionnée, et tout ça. La vie a de l'air bien facile et bien belle et tout ça, parce que je voyage partout à travers la planète, je fais ce que je veux quand je veux. Il y a comme des beaux côtés, mais en même temps, il y a tout le côté ombre de n'importe quoi qui vient avec l'entrepreneurship. Tu sais, donc, oui, il y a un côté aspect glamour, si tu veux, et tout ça, mais il y a un aspect que faut que tu prennes en considération. Est-ce que tu as une capacité de prendre des risques? Moi, pendant longtemps, je dirais même 15 ans, j'ai jamais su combien d'argent que je faisais à chaque mois. Ça oscillait, ça changeait. Des mois, j'avais... c'était la vache maigre, puis d'autres tantôt, c'était comme l'abondance a pu finir. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui avait une très bonne tête aux finances, là, mais j'ai corrigé ça depuis la pandémie et tout ça. Mais vraiment, il faut prendre le temps de se demander quel genre de tempérament que j'ai. Est-ce que j'ai cette capacité-là à prendre des risques et de les subir, ou est-ce que c'est trop difficile pour moi? Puis si c'est un risque, je t'aime pas bien les risques, là, mais c'est de dire, bien, qu'est-ce que j'ai besoin de me créer comme filet de sauvetage? Donc, avant de partir en affaires, si toi, t'aimes pas trop le risque, tu te dis, bon, bien, OK, peut-être ça serait de mettre 6 mois de salaire de côté pour que si c'est plus difficile à ses débuts, j'ai au moins ce coussin-là. Tu sais. Puis là, après ça, tu peux faire une transition qui va être idéale parce que tu vas avoir été sécurisé avec ton coussin ou pas. Il y en a d'autres qui, un peu comme moi, je me lance dans le vide. Tu sais. Je fais confiance à la vie. Tu es à l'aise avec ça? Je suis à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des peurs, des choses comme ça, mais c'est cette capacité-là de mon type de tempérament, d'être audacieuse, de prendre des risques. Mais ça, c'est moi. J'ai d'autres personnes, d'autres amis qui, eux autres, le risque, ils ont besoin d'être calculés. Fait que je pense que si tu veux commencer comme vie d'entrepreneur, c'est de te demander, c'est quoi ma capacité de prendre des risques? Parce qu'il y en a. Il y a des fois, on se plante. Puis je pense que c'est un de mes conseils, c'est plante-toi souvent quand tu te lances en affaires. Parce que c'est à travers cet apprentissage-là que tu apprends, que tu grandis, puis que tu vas évoluer, etc. Puis je pense que les gens, souvent, ce qui les arrête de se lancer en affaires, c'est d'être perfectionniste au plus haut degré, puis dire, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois une experte, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Ils mettent plein de conditions, puis c'est comme... dans le sens de « faut que je réussisse du premier coup », tu sais. Puis n'importe qui, les athlètes, n'importe quoi, on le sait très bien que ça vient pas tout de suite le premier coup, tu sais. Fait qu'il faut oser, il faut prendre une action, puis là, après ça, dire « OK, je me suis plantée, parfait, qu'est-ce que j'ai appris de ça, comment je ferais ça différemment, etc. » Fait que je pense que c'est vraiment, pour moi, une question de dire « analyse ton risque », puis après ça, dire « bon, bien est-ce que je suis très passionnée de ce que je veux faire? C'est quoi ta motivation intrinsèque? C'est évident que tu es passionnée de ce que tu fais. On va continuer avec toi après la pause. On se quitte pour une courte pause. Vous allez voir, Caroline a des trucs et des astuces qu'elle a discuté avec d'autres entrepreneurs aussi pour à vous partager ce soir. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. Restez là. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul.
toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Conserver sa culture ou pas, voilà la réalité de certaines familles. Et nous recevons Jamila à la prochaine émission pour en parler davantage. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. C'est fascinant parce qu'on pense souvent que ça prend une certaine sorte de personne ou on doit avoir certaines habiletés pour pouvoir être entrepreneur. Mais comme Caroline expliquait, ça peut être vraiment, on peut évoluer là-dedans, puis il ne faut pas nécessairement être parfait. Mais ce soir, on a des conseils pour vous. Caroline, tu as des conseils. La communauté d'entrepreneurs est vraiment aidante. Écoute, moi, là, je pense que ça a été un gros choc, comme vraiment un gros choc, parce que je viens d'un milieu où tout le monde avait des jobs, puis ils avaient leur salaire, fixe, puis j'étais dans cet univers-là. Quand j'ai décidé de faire ce saut-là et tout ça, puis là, d'un coup, tu vas à un 5 à 7 de gens d'affaires, la chambre de commerce, puis là, tu t'impliques, et ça, c'est un conseil, c'est vraiment de s'entourer de ces gens-là, puis là, tu fais comme, mon Dieu, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui voient des solutions, c'est des gens qui veulent faire une différence, c'est des gens qui sont au service, c'est des gens qui sont là pour t'aider, ils veulent te voir réussir. C'est comme si, quand on veut aider l'autre à réussir, ça nous aide, nous, à réussir aussi. Fait que j'ai rarement rencontré des entrepreneurs qui n'avaient pas cette mentalité-là de donner, d'aider et tout ça. Puis je pense qu'avec le temps, moi, ça a tout le temps été de développer un petit peu ma petite voix intérieure, de dire, c'est quelqu'un qui veut profiter ou vraiment quelqu'un de sincère. Fait que j'ai vraiment, à un moment donné, parce que, le fait que j'ai écrit des livres, j'ai fait de la télé à Montréal, les gens souvent me sollicitaient pour, le TED Talk, tout ça, comment tu as fait... Puis là, je me suis dit, à un moment donné, je pourrais donner mon temps tout le temps, mais à un moment donné, il faut que je paye mes factures aussi. Fait que j'ai développé cet aspect-là, de dire à qui je choisis d'être généreuse avec mon temps, mais en principe, là, tout le monde a cet aspect-là de dire, moi, je peux appeler quelqu'un, ils veulent nous aider, ils vont te référer, viens, garde... Oui, je suis occupée, c'est pas grave. Viens-t'en ce soir, présente à quelqu'un. Je suis sortie la semaine passée à un spectacle, puis la dame qui venait m'emmener avec ses billets d'invité et tout ça, puis elle m'a présenté à plein de gens pour me dire comment je faisais un travail extraordinaire avec son équipe et tout ça. Puis là, l'autre jour, quelqu'un a mis à mon insu quelque chose sur Facebook pour dire que ça faisait 1 an qu'il travaillait avec moi, puis comment extraordinaire j'étais, puis je les avais fait évoluer. Fait que, tu sais, on s'entraide en se donnant des références, en se complimentant. Puis c'est comme, j'ai pas goûté à ça beaucoup dans le milieu de travail, tu sais. Fait que pour moi, là, ça a été comme, mon Dieu, OK, c'est parce qu'ils s'attendent, il n'y a pas de lien d'attaché, tu sais. C'est comme, je te donne ça, puis je le fais parce que ça me tente, tu sais. Fait que c'est comme vraiment extraordinaire et tout ça. Puis, bien, justement, ce matin, en me préparant pour la chronique et tout ça, j'ai fait, bon, bien, ça n'a pas besoin tout le temps d'être juste mes idées. Fait que puis en fait, j'étais chez une cliente hier qui m'a partagé, en fait, cette affaire-là, c'est que quelqu'un l'avait approchée parce qu'elle voulait ouvrir le même type d'entreprise qu'elle. Elle l'a invitée chez eux, prendre un café, répondre à ses questions. C'est ça, la générosité des entrepreneurs, tu sais. Puis elle me disait, le conseil que j'y ai dit, c'était d'avoir une coach dès le début. Puis je pense que moi, j'ai commencé en 2005 à temps partiel, puis j'ai une coach depuis 2007. J'ai jamais arrêté. J'ai eu différents types de coachs professionnels, personnels, puis tout ça pour m'aider dans ce que j'avais besoin de vivre à l'époque et tout ça. Mais je pense, son commentaire à elle, c'était à la nouvelle personne qui voulait se lancer en affaires,
ait un coach pour t'appuyer dans toutes tes démarches. Le développement personnel est très important dans l'entrepreneuriat. Des coachs, des cours, des séminaires, vraiment, là, c'est tout un monde. Oui, puis ma coach, elle m'a partagé une citation, parce qu'en français, je travaille beaucoup en anglais, puis elle avait une citation de Denise Bombardier qui disait que travailler à son compte, c'est la plus grande psychothérapie. Parce qu'on est toujours confronté à soi-même. On est confronté tout le temps à nos bébites. On est tout le temps, on fait face à nos points qui sont pas les meilleurs. Tu négocies un contrat, ta valeur et tout ça. Fait que c'est la plus grande psychothérapie parce que tu es toujours appelé à être, tu sais, à évoluer puis grandir là-dedans. Puis quand je lui ai demandé à elle, à Carole, c'était quoi pour elle, puis tu vois, Carole aussi, ça fait 18 ans qu'elle est en affaires, et on est complètement à l'opposé. Moi, je suis l'extrovertie, je suis celle qui est, go, l'audacieuse et tout ça. Carole, c'est l'introvertie, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé dans ses gestes, réfléchi, tout ça. Elle, c'est plus lent, mais elle a une constance extraordinaire. Comme moi, je lève mon chapeau, parce qu'on est comme un peu les opposés. Puis sa réponse à elle par rapport à être en entrepreneur, elle dit il faut avant tout être passionné, ça c'est certain. Il faut avoir cette drive-là, cette passionnée-là, parce que quand vont venir les enjeux, là, quand vont venir les défis, tout ça, ce qui va toujours remporter, c'est notre passion pour notre métier, puis d'être au service des gens. T'sais. Fait que ça, c'était une des choses. Mais c'est elle qui m'a parlé d'avoir connaître sa capacité de risque, parce qu'elle, elle n'a pas cette grosse capacité-là. Fait qu'elle s'est développée des outils. C'est quoi mes filets de sauvetage que j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir une transition qui va être équilibrée, puis et tout ça, tu sais. Fait que vraiment, la passion, c'était sa réponse numéro 1. S'assurer qu'on ne fait pas des affaires juste pour l'argent, mais il faut vraiment être motivé par le désir de ce qu'on aime faire et tout ça. C'était ça. Oui. Ensuite, une autre dame qui, elle, fait plus que 30 ans qu'elle est en affaires avec un spa et tout ça, elle, sa réponse était de s'entourer de gens passionnés. Puis de ne jamais s'asseoir sur ses lauriers. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'adore ta réponse » parce qu'effectivement, puis on en a parlé un petit peu tantôt, quand on est en entrepreneuriat, monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas en affaires va nous donner des conseils par rapport à leur perception, par rapport à leur peur nécessairement. Donc, s'entourer par des gens passionnés, eux vont pas essayer de détruire tes rêves. Ils vont peut-être dire, bien, fais attention, quand moi je l'ai essayé, il y avait ces petites embûches-là. Moi, voici ma solution que j'ai faite pour tout ça. Mais ils vont jamais essayer trop de te décourager, puis de péter ta balloune, puis des tueurs de rêves que j'appelle, là. Fait que entouré de gens passionnés, quand tu es juste à côté, tu vibres aussi fort qu'eux autres parce que cette énergie-là, elle est contagieuse, là, tu sais, puis ça te donne ton désir à toi de « Oh mon Dieu, je commençais à perdre un petit peu de souffle, puis mes ailes commençaient à abattre un petit peu moins fort, là, mais tu rencontres un entrepreneur, puis des gens passionnés autour de toi, puis ça te redonne ce souffle-là, ce deuxième souffle-là, puis la vie, puis de rallumer la lumière dans toi et tout ça. Fait que je pense que c'est important parce que veux pas, dans une vie d'entrepreneuriat, ça va des hauts et des bas au niveau de notre motivation puis d'inspiration, etc. Ensuite, une autre qui m'a parlé, elle en avait quelques-uns, puis j'ai trouvé ça vraiment fascinant, c'était... justement, elle aussi, elle disait de faire ce qu'on est passionné, puis pas pour l'argent, parce qu'on va être misérable après un petit bout de temps. L'autre, c'est que même si tu as peur, ose te lancer, puis frappe aux portes pour de l'aide, des conseils. Tu seras plus que surpris de voir qui veut ton succès et ta réussite. Hein? Fait que, encore là, c'est assez extraordinaire. Puis Karine, ça fait peut-être 7 ans, je pense qu'elle est en affaires. Donc, elle aussi, là, elle en a vu toutes les couleurs. Puis là, c'était de garder le focus et la concentration lorsque tu travailles, parce que c'est facile de perdre ton temps avec toutes les distractions. Puis dernièrement, j'ai vu une petite vidéo sur LinkedIn. C'était un chien qui est devant un filet de hockey. Puis la personne qui tire des ballons, des toutous. Mais le chien, là, il est complètement focusé sur juste
la rondelle de hockey, là. C'était fascinant. J'ai dit, oh mon Dieu, j'aimerais savoir son focus. Lui, là, il a jamais divergé. À chaque fois que le chose y envoyait, même si c'était sur sa tête, il n'a jamais bougé. Puis la seconde que le gars a frappé la puck de hockey, tout de suite, il a levé la tête puis il l'a attrapé, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, un entrepreneur, il faut vraiment être clair sur sa vision puis ses valeurs pour vivre clairement ça. Puis qu'après ça, peu importe les distractions ou les demandes qui viennent de l'extérieur, tu peux dire non, moi, je reste aligné avec ces choses-là. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant de dire, tu sais, on parle souvent de faire un plan d'affaires, puis c'est tout bien beau, ces affaires-là, là. Mais je pense que c'est d'aller profondément en dedans de soi, puis c'est quoi la raison, ton pourquoi tu veux faire ça. Tu sais, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter. Puis moi, je pense que ce qui m'a vraiment allumé le plus, puis ce que j'ai beaucoup compris, puis je pense que quand je suis allée faire ma certification des styles de personnalité, ça l'a renforcé encore plus. Mon plus grand besoin à moi, c'est la liberté. Libre de choisir. Ça fait longtemps que tu dis ça. Oui, mais j'en étais comme vraiment pas consciente, puis je pense que c'est ça, c'est que là, je suis entrepreneur, je suis libre de faire les choix que je veux faire. Tu sais, si je décide d'aider ma nièce ou je décide d'aider ma famille puis de ne pas faire d'argent cette journée-là parce que je choisis d'aider ma famille, c'est mon choix. J'ai pas de compte à rendre à personne, je peux le faire, c'est moi. Je vais avoir moins d'argent dans le compte de banque à la fin du mois, mais c'est un choix personnel. Fait que pour moi, d'avoir cette prise de décision-là, ce pouvoir-là, c'est ce qui était le plus important. Puis quand j'en ai parlé avec Carole, elle disait que pour elle, quand elle a fait cette introspection-là, pourquoi je fais ça? C'était pas pour la liberté, elle, c'était pour toujours être en train de grandir et d'évoluer. Elle savait que... Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai 25 ans d'expérience au travail. » Tu sais, puis là, je fais « Non, tu as 1 an d'expérience que tu as répété 25 fois, 25 années. » C'est comme... Tu sais, parce que souvent, c'est ça, les gens font toujours la même chose. Mais pas s'ils ont fait différentes choses. Non, oui, non. Il y en a ils ont 25 ans, puis ils ont fait différents postes, puis à travers leur poste, comme tu dis, on a fait du développement. Fait qu'ils ont fait une vie d'entrepreneur à l'intérieur de leur carrière. Oui, ça se peut. Oui, c'est ça. Je voudrais pas que les gens se sentent comme s'ils sont carriéristes dans une organisation. Absolument ça veut pas dire parce qu'ils sont pas entrepreneurs. Non, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, puis il en faut. C'est juste que si tu penses à devenir entrepreneur, parce que c'est en dedans de toi, voici un peu ça. Mais il n'y a rien de bien ou de mal. Non. C'est vraiment juste différent. Parce que, écoute, autant que moi, j'étais malheureuse au gouvernement, j'ai des amis qui, écoute, évoluent, sont épanouis, sont heureux, sont bien entourés, sont dans un environnement sain. C'était juste pas mon cas à moi. Puis je pense que la vie m'avait mis là pour que, justement, j'étais appelée à faire autre chose avec ma vie, tu sais. Fait que je l'avais vu un peu comme ça, tu sais. Fait que non, effectivement, faire une carrière dans le privé, c'est bien important, il en faut. Puis écoute, c'est merveilleux aussi, là, tu sais. C'est chacun un peu d'aller chercher en soi, c'est quoi qui est important pour moi. Peut-être que c'est la sécurité parce que tu t'occupes de tes parents, tu t'occupes de tes enfants, puis pour l'instant, ce qui est important, c'est ça, cette stabilité-là, malgré qu'on sait que la vie, il n'y a rien de garanti et tout ça. Sauf le changement. Oui, c'est ça. Puis ça va aider. Fait que je pense que c'est vraiment une question de juste voir en dedans de soi, c'est quoi les raisons pourquoi je veux me lancer en affaires, tu sais. Tu avais mentionné, il nous reste seulement quelques minutes, mais tu avais mentionné au début qu'il y a des choses qui sont restées en entrepreneuriat, c'est encore fondamental. Avec la technologie d'aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui a changé, disons, depuis 2005? Bien, un peu quand la pandémie, c'est le fait de devenir virtuel. Donc, autant qu'avant, je devais être sur place, bien là, on peut faire nos coachings par Zoom, puis on peut faire des formations puis des conférences à 300, 400 personnes, puis je fais ça devant mon écran, assis dans mes bas de pyjama, mais toute cute sur le haut, tu sais. Donc, je pense qu'il y a cette facilité-là. Il y a aussi cette facilité-là de dire, je suis pas attachée à mon bureau.
Donc, si une journée, je décide d'aller porter ma mère à ses rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, j'ai accès à mon téléphone. J'ai un client, j'ai une demande, je suis capable d'aller chercher toutes ces choses-là. Fait que ça vient faciliter notre vie de pouvoir avoir cette technologie-là, puis de pouvoir... C'est un autre niveau de liberté. Absolument, tu pourrais voyager puis travailler ou prendre, tout à fait. prendre des cours. Absolument, absolument. Fait que je pense que c'est sûr que l'autre conseil que je dirais, c'est de rester dans ta voie. Trop facile de regarder ce que les autres font et de se comparer. Puis, dans la comparaison, on va tuer son rêve assez rapidement parce qu'on ne sera pas à la hauteur, on est ci, ça, ou on va avoir un complexe de supériorité qui va faire toute une autre énergie quand on va rencontrer les gens. Non. Fait que je pense que c'est vraiment se rattacher, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes forces, c'est quoi moi je veux faire, et de rester dans cette voie-là, puis de juste dire je fais confiance à la vie, puis avoir d'oser. Et d'oser. Absolument. Merci, Caroline Rochon, pour tes conseils. C'est un beau cadeau que tu as offert. Restez là après la pause. Je parle avec Gisèle Nantais. Elle nous propose 4 films ce soir. Restez là. À la prochaine émission, nous allons découvrir Lyoto Philogène, aussi connu sous le nom d'artiste King H 509. Il fait du trap compa afrobeat et on a bien hâte de découvrir avec vous. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Mon oncle Cheney était l'un des milliers d'enfants autochtones emmenés dans des pensionnats entre le début du 18e siècle et 1996. Mon oncle s'est enfui de l'école car il voulait rentrer à la maison pour retrouver ses parents. Malheureusement, il n'a pas réussi et il est mort d'hypothermie. Lorsque Gord Downie a découvert l'histoire de Cheney, il a écrit Secret Path, une série de poèmes qui est devenue un album, puis une bande dessinée et un concert spécial. Gord a rencontré ma famille et ensemble, nous avons créé le Gord Downie et Cheney Wenjack Fund. Ensemble, nous partageons Secret Path et d'autres ressources avec des écoles et des espaces de réconciliation partout au Canada et nous organisons des événements comme la semaine Secret Path pour inciter tous les Canadiens à prendre part à des réconciliations. Avant de nous quitter, Gord nous a demandé de faire quelque chose. Vous joindrez-vous à nous? Ensemble, nous pouvons rendre le Canada meilleur. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche la truite de lac sur le Big Rideau. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Je suis avec Gisèle Nantais ce soir et elle nous propose des suggestions de films. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma à l'émission. Puis là, j'ai besoin des nouveaux films. C'est vraiment la saison des films là, en ce moment. Alors, parce que j'étais partie pendant quelques temps, mais là, je suis revenue. Oui, tu as passé un beau voyage. Ah oui, on a passé 3 mois au Panama, là. Ah, juste au Panama, 3 mois. Mais il faisait vraiment chaud, là. Il faisait comme 35 degrés tous les jours. Comme 35, là, tous les jours, là. Mais c'était fantastique. Ça nous a fait du bien. T'as manqué une grosse partie de l'hiver. Oui, puis j'étais contente parce que toute ma famille, mes amis me disaient « Ah, Gisèle, c'est une bonne chose, t'es pas ici! » Une autre tempête. Mais là, c'est fini, là, on complète. Alors, tu as des suggestions pour nous ce soir. On va commencer avec le premier film. Oui. Donc, Mon crime de François Ozon. Pourquoi tu veux nous parler de ce film-là? Bon, alors, ce film-là, c'est une joie à regarder. Premièrement, c'est un scénario qui a été écrit. C'était une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 30. Et puis, c'est une pièce un petit peu comme les anciens Feydeau, les pièces de Feydeau, où tu as toutes sortes de portes, puis toutes sortes d'entrées, puis toutes sortes de cocasseries, puis toutes sortes de choses qui se passent, là. Okay. Alors, c'est vraiment comme une pièce de théâtre qui a été mise en film. Est-ce que c'est un film français? C'est un film français. Okay. Et les acteurs sont incroyables, là, parce que tu as tout le monde dans ce film-là. Tu as Fabrice Lucchini, tu as André Dussolier, tu as Danny Boone, tu sais, comme tous les acteurs, tu as Isabelle Huppert, puis ils ont un plaisir fou à jouer des rôles. Puis on le sent, ça, quand on regarde le film,
tu sens là, qu'ils ont vraiment là, adoré jouer leur personnage. Puis c'est vraiment des personnages. On a la bande-annonce de prête. Oui. Alors, on va regarder. Jetez un coup d'œil voir ce que Gisèle nous dit. Donc, c'est Mon crime. Oui. OK. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'imployer. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? La vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe, cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Je vois ce que tu veux dire au niveau de... C'est vraiment comme une pièce de théâtre. Oui, mais c'est vraiment une histoire. C'est un genre de roman policier. C'est un polar où il y a un crime, évidemment. Ça s'appelle Mon crime. Oui. Et c'est parce que vraiment l'actrice principale qui joue Madeleine Verdier, là, c'est Nadia Tereshkovitz. Puis elle est très, très en cours maintenant. On la voit dans beaucoup de films. Et c'est une belle blonde. Et elle va, à un moment donné, pour une entrevue avec un producteur de films. Comme en ce moment, elle crève de faim. Là, c'est une actrice qui joue dans des petites pièces, là, mais qui veut devenir une starlette. Là. Et puis, alors, elle va pour une entrevue et elle se fait agresser par le producteur. Alors là, elle le sac, là, plus ou moins. Et elle part. Elle retourne à la maison. Elle est vraiment éplorée, là, parce que elle voulait vraiment faire carrière. Elle ne voulait pas être sa maîtresse. Elle ne voulait pas être autre chose. Mais on découvre par la suite que ce producteur-là a été tué. Et comme elle avait rendez-vous avec lui, elle est accusée de l'avoir tué d'un coup de pistolet. Et là, comme elle est accusée, et celui qui joue le juge d'instruction, c'est Fabrice Lucchini. Et comme c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans les années 30 où Hitler était à son apogée, avant de devenir, tu sais, nazi. Bon, Fabrice Lucchini a une petite moustache à la Hitler, là, tu veux? Oui. Parce que c'était à la mode à ce moment-là, en 1934, là, d'avoir une petite moustache à la Hitler. Mais Fabrice Lucchini, qui est tellement drôle, là, alors, il y a Danny Boone qui doit... Parce que Danny Boone, il avait commencé sa carrière avec les Ch'tis. Hein? Bienvenue chez les Ch'tis, qui étaient dans le Nord, là, en Normandie. Oui. Et là, il va jouer un architecte qui vient là, de Marseille puis qui a un accent un peu comme les vieux films de Pagnol. Donc, il y a beaucoup de comédies. Il y a énormément de péripéties, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui est profondément féministe, même si c'est réalisé par un homme, François Ozon. C'est profondément féministe parce que à ce moment-là, bon, elle est accusée d'avoir fait un crime. Bon, si elle dit qu'elle n'est pas coupable et on la trouve coupable, elle se fait trancher la tête à la guillotine. Il y avait une guillotine dans les années 30. En France, oui. C'était la guillotine. Les années 1700. Alors, si tu étais accusé d'un meurtre, d'un crime crapuleux, tu passais à la guillotine. Et ça existait jusque dans les années comme 60, 70.
incroyable, hein? OK, tu m'apprends quelque chose. Et je vais t'apprendre autre chose. Les femmes n'avaient aucun droit dans les... Ils ne pouvaient pas voter. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote dans les années 30. Ça, j'étais au courant. Et en France, les femmes n'ont pas eu le vote avant 1946, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand elle est jugée en cour, elle est jugée uniquement par des hommes. Donc, elle est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, mais la seule manière pour elle de s'en sortir, c'est de plaider légitime défense et d'être acquittée, même si ce n'est pas son crime. C'est le crime de quelqu'un d'autre qui va le réclamer plus tard. Alors, c'est vraiment une histoire où il y a plein de rebondissements. Il y a vraiment des belles vignettes de personnages là, qui vont jouer des rôles et qui aiment jouer leur rôle parce que, tu sais, c'est différent, comme pour Danny Boone, qui vient du Nord, là, de jouer un Marseillais, tu sais, qui parle comme Rému, tu sais, dans les vieux films de Pagnol. Oui, non, ça a l'air vraiment... C'est ton coup de cœur, ce soir. OK. Oui. Alors, c'est à l'affiche au Star City. Ça fait quelques semaines que ça joue. Alors, moi, j'irai le voir aussitôt que possible, mais de toute façon, il y a des bonnes possibilités que ça revienne au Bytown ou au Mayfair. Merci pour cette suggestion-là. On va passer au prochain? Oui. OK. Le deuxième film, Bungalow de Laurence Côté-Collin avec Sonia Cordeau et d'autres. Bon, alors, ce film-là, c'est une mise en garde aux jeunes couples qui veulent s'acheter une maison. OK? Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes couples qui, par exemple, sont tannés de vivre en appartement, qui planifient d'avoir une famille. C'est le rêve urbain, là, d'acheter une maison qui est à toi et puis de fonder une famille. Alors, ce jeune couple-là, Sonia Cordeau et puis il s'appelle Guillaume Cyr. Bon, lui, c'est Jonathan. Bon, alors, ils vont acheter une vieille maison, vraiment, là, et qu'ils pensent retaper eux-mêmes, là, même s'ils n'ont pas d'expérience. On va voir la bande-annonce, puis on y va tout de suite. Tu vas voir la maison. Nous l'a promis, en 2024, la Seine ressemblera à une plage des Maldives. Alors, ça c'est la Seine. Alors, c'est pas la Seine maintenant. Pour l'instant, il y a un peu de boulot. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Alors, attention, ça c'est avant la grève des poubelles. Donc là, maintenant, c'est pire. Méfiez-vous des promesses d'Emmanuel parce qu'il nous a promis de ne pas repousser l'âge de l'enquête. On va revenir. Je pense qu'on a un problème de ça. On entend autre chose, mais on a eu des images. Alors, je ne sais pas si tu as reconnu, il y a Geneviève Smith aussi qui joue là-dedans. Et puis, elle, donc, elle joue l'amie de Sarah. Alors, Sarah et Jonathan. Sarah travaille avec Geneviève Schmidt qui a une boutique. Et donc, ça, c'est son revenu. Un petit coup à donner, là, puis après ça, et voilà. Living the dream, esti. Tu sais, mon ami Val, eux autres, il fallait que je change la tuyauterie en plomb, parce que ça, c'est super poison, moi. La dernière nouvelle, elle se prostituait à Kingston. Fait que, watch out tes petits traîneaux, là. Hey, ça marcherait, ce modèle-là? Ben oui, il vaut plus cher que mon char. Chris, c'est bien facile quand t'as de l'argent, hein? Tout est beau. Mais justement, Steve, il coûte rien. Tant qu'à ouvrir les murs, c'est bien changer la tuyauterie, c'est tout en plomb, ça, là. Je sais pas c'est qui l'imbécile qui vous a installé ça, mais la trappe d'aération n'est pas connectée avec l'extérieur. Mais le plâtre, tu pourrais le faire toi-même, vous sauveriez là-dessus. Toi, c'est faire du plâtre? T'es moyennement compétent, bien ordinaire. Tu sais, Joe, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais c'est quand même un bon goût, là. Vous dormez encore dans le salon? T'es même pas capable de visser une porte d'armoire dans le bon sens, sacrément! Tu joues encore avec des épées en mousse. Pas capable de devenir un homme. Depuis qu'on a décidé d'acheter cette maison-là, c'est comme si tout ce que je faisais, c'était un arbre. C'est une beauté intemporelle. Tu pourrais être sur une peinture qu'on accroche dans le musée. En tout cas, moi, je t'accrocherais sur mon mur n'importe quand. Là, tu fermes ta crise de gueule. On a ça! Une pierre cadette! C'est un tire-lait, t'as des petits mamelons. Hein? Ouais, tu dis ça dans tout le monde? C'était
système capitaliste pourri. Tout ça sur le bord de sauter. Puis le vert, c'est la couleur de la chance. On dit qu'on voit jamais le bout avec les anneaux. Vous devriez vous inscrire à Déco à gogo. Ça vous coûterait pas une scène, puis tu passerais à la TV. Si le beau Jean-François va venir driller partout dans la chambre. Sarah, tu connais notre homme à tout faire, le beau Jean-François. Ouais, je pensais qu'il était gay. Mais non, il est pas gay. Moi, je suis sûr qu'il faut non-stop. Ah, 3 enfants. Ah, ben non, il faut plus. Honnête, Gisèle, moi, je serais pas capable de l'écouter. Je serais pas capable. Je serais pas capable. Oh, ça, alors, tout le long que moi, là, quand je regardais le film, je voyais ça comme une mise en garde aux jeunes couples. Ne faites pas ça. Ouais. N'achetez pas un vieux bungalow délabré, là, parce qu'ils font juste l'arranger. Ils n'ont pas d'expérience là-dedans. Oui. Ils vont le faire avec des membres de la famille ou des copains qui vont venir aider pendant les fins de semaine. Pendant ce temps-là, ils vivent dans un trou. Réellement. Mais avant qu'on rentre dans le scénario, là, c'est parce qu'on démontre la jeunesse d'aujourd'hui, là. Ouais. Compare aux années 30, là, complètement, là, comme le langage, le comportement. Oui. Je serais pas capable. Je serais pas capable. OK, mais... C'est bien réalisé. Oui. Excuse, on va rentrer dans ta critique. Mais moi, on va se fier sur ta critique, pas la mienne. Donc, oui, c'est... Alors, je peux pas dire que c'est un de mes films préférés, mais à un moment donné, ça devient cauchemardesque. Parce que tout ce que les murs pensent, les murs, le bain, par exemple, ils vont remplacer le bain, il branche mal, la plomberie va mal. Je pense que le bain, il tombe dans la cave ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, c'est la folie. Tous les problèmes. On se quitte pour une pause. On retourne après la pause avec 2 autres suggestions, peut-être des films que j'écouterais après ceci. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir 2 sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, on apprend toutes les techniques différentes. On apprend tout sur le poulet, on apprend tout sur le poisson, comment le fileter, le mélange de légumes, les juliennes de légumes. Manquez pas ça. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. On espère que ça va aller mieux. Non. On a 2 autres suggestions. On a 2 autres suggestions. Mais c'est ça, les films. Hein? C'est comme les couleurs. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Le cinéma, tu es là pour nous offrir des suggestions, des critiques, tout ça. Moi, j'ai juste tendance à dire ce que je pense, mais tu sais, je l'ai pas vu, là. Fait que je juge. Je le recommande pas à 100 là. Je pense que c'est surtout pour les jeunes. Ben oui. Puis ça s'adresse vraiment aux jeunes. Puis c'est leur langage. OK. Non, mais qu'est-ce que je vais faire pour la génération de ma fille si c'est comme ça maintenant? OK, on s'en va dans 2 autres sujets. 2 autres suggestions. Donc, Farador de Édouard Alberne Tremblay. Merci, Alberne Tremblay. Avec, Erika, on va... Avec Erika Boulian, qui
Éric Boulian est assez spécial parce qu'on ne le voit pas souvent en ondes. C'est vraiment un scénariste comme celui qui a écrit le scénario pour Viking, qui jouait à l'automne. Je pense qu'on l'avait présenté, Viking. Oui. Puis ensuite, il a écrit Le Plongeur. Il est scénariste, mais ici, il joue un personnage. Alors, Faradar, c'est un royaume dans les jeux de Donjons et Dragons. Ouais. Et c'est vraiment comme les nerds là, dans Big Bang Theory. Ouais. Alors, c'est 4 amis qui ont grandi ensemble, sont allés ensemble à l'école, puis ont commencé à jouer à ce jeu-là de Donjons et Dragons quand il y avait peut-être 12-13 ans. Et ensuite, 18 ans plus tard, ils n'ont même pas fini leur partie. Non. Ils ne sont pas rendus au château de Faradar. Ils n'ont pas tué le méchant roi. C'est que c'est peut-être vrai, hein? Oui. Parce que ça joue pendant des années. Ces jeux-là, ça joue. Et chacun a son propre personnage. Et chaque fois qu'ils ont leur personnage ou des parties de jeu, bon, ils vont avoir des récréations. Et ces récréations-là sont faites avec la Belgique. Et c'est donc dans les temps médiévaux. Donc, ils vont être, par exemple, Catherine Brunet. Elle va devenir une Amazone guerrière là, au Moyen Âge. OK, on va voir les images. Hein? On y va? Oui. OK, on va regarder pour des images de Faradar. Ma foi, vous n'y allez pas de main morte, mon bon ami. Il n'est pas né le croquant pour qui je n'ai pas un châtiment approprié. Voyons. Excusez. Kim! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis un peu perdue, j'avoue. Ben, dis à ce que tu te retrouves. Tu venais rester chez nous. Là. Mais là, les gars, ils vont dire quoi pour la chambre? Ah ben, les gars? Ils diront rien, c'est chez nous aussi. Va falloir que tu gères ta sœur, Charles. C'est clair qu'elle est en train de dire qu'on est une mauvaise influence. Les gars ont vraiment une mauvaise influence sur toi. Quoi? Je me demandais c'était quoi tout ça? J'écris un roman. Ça parle de quoi, ton roman? C'est un livre érotico-médiéval. Ouais, c'est donc ben hot. Je comprends pas pourquoi tu veux rester avec eux autres absolument. En fait, ils t'empêchent de scorer tout le temps dans tout. Et vous jouez depuis combien de temps? Toutes les semaines. Depuis 18 ans. En gros, la mission, c'est d'infiltrer la forteresse de Faradar. Et vous êtes quoi comme personnage? Garde à Cannes, paladin niveau 66. Mordac, archimage, 57. Mais attendez, les G et les K dans vos noms, là, c'est pour faire plus médiéval? Au nom du roi sorcier de Faradar, rendez-vous! Arrière, compagnon! Ça fait 18 ans qu'on fait la campagne de Faradar. Je vois pas comment on va finir ça straight pipe sans botcher. Kim va jouer avec nous autres. What? Il est grand temps que tu découvres et que tu partages avec moi ce qui est ma passion depuis que je suis ado. On n'a plus le choix. On attaque Faradar. Je t'avais dit de faire attention où tu marches. Comment est-ce qu'ils ont réussi de faire le contraste entre les moments de jeu, comme en personne, en réalité, ensuite l'image du jeu et ensuite le scénario qui entoure les personnages? Ben là, tu as comme... C'est une bande-annonce où ils ont collé un paquet de moments, mais c'est comme ils vont être dans la maison. Ils partagent tout, ils vivent tous dans la même maison. C'est des chums depuis qu'ils sont ados, puis ils sont tous colocataires de la maison. Et puis, ils vont aller dans le sous-sol pour jouer à leurs donjons et dragons, là, puis où ils vont assumer. Puis quand ils commencent le jeu, ben là, leur personnage va embarquer, ils vont être dans la forêt de Faradar, en bas du château, qui est leur but, d'arriver au château. Mais il y a toujours des choses qui arrivent, comme le téléphone sonne, puis bon, le jeu est interrompu, ou ils sont prisonniers quelque part, mais il y a une autre interruption qui va arriver. Et puis là, il va revenir. Alors, ce qui arrive, c'est que Charles, qui est maître du jeu, bon, sa sœur Kim,
qui vivait pendant 6 ans en Belgique avec son chum Tom. Bon, elle a eu des problèmes de relation. C'est-à-dire que lui, il l'a pogné avec une femme. Et elle a découvert qu'elle était lesbienne. Alors là, ben, ils se sont quittés, puis elle est revenue au Québec. Puis elle veut habiter chez son frère. Alors là, il y a un des gars qui est déménagé avec sa blonde, sa chambre est libre. Mais c'est vraiment des gars normaux, ordinaires, là. Des nerds, par exemple, parce qu'ils ne sont pas mariés. La plupart, il y en a juste un qui a une blonde, là, puis il doit avoir dans la trentaine, puis il vient de déménager avec sa blonde. Mais en général, c'est pas mon genre, mais c'est assez drôle. Et Kim, par exemple, bon, elle veut revenir au Québec, puis elle veut peut-être organiser sa vie. Elle voit que son frère, après 18 ans, il joue encore à Farador. Il joue encore avec ses chums, il habite encore avec ses chums. Puis, tu sais, même s'ils ont des jobs pendant la journée, c'est des jobs comme un peu abrutissants, où ils s'échappent dans le jeu de Donjons et Dragons. Ils ont tous des job-in plates. Oui, tu sais? Alors, c'est un genre d'échappatoire pour eux autres de jouer à ce jeu de Donjons et Dragons. Sauf que Kim, sa sœur, elle va dire, bien, il faudrait que tu reviennes à la réalité, que tu vives dans la vraie vie, que tu décides ce que tu veux faire et puis que tu ailles de l'avant. Tu sais, que tu finissez votre partie. Donc, il s'appuie à un moment dans la vie qui est importante pour les deux mutuellement. Oui, et les deux, vraiment, vont se retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il veut être écrivain, mais ça n'aboutit pas. Alors, elle dit, écris-le ton roman. Puis c'est un roman érotico-médiéval fantastique, là. Un peu comme le film. Un peu comme leur jeu, un peu comme Pilar Fantasy. Oui, exact. Là, parce qu'il y en a un, par exemple, il veut toujours piner la reine. Piner la reine. Oui, non, exact. OK, on passe au dernier, à la dernière suggestion. Oui. Donc, L'innocent de Louis Garrel. Oui. Alors, ça, c'est un film qui parle des préjugés. Parce que le personnage principal, qui est Louis Garrel, son nom c'est Abel Lefranc dans le film, bon, sa mère donne des cours de théâtre en milieu carcéral. Et donc, avec des prisonniers, tout ça, là, des détenus, elle va monter des pièces de théâtre pour qu'ils puissent, ça peut être une thérapie ou quelque chose, tu sais, pour les détenus. Et elle tombe en amour avec un des prisonniers. Et elle l'épouse en prison. Mais son fils, Louis Garrel, Abel, n'est pas d'accord avec ça, comme il n'y a pas son mot à dire. Elle s'est amourachée de cet homme-là, Roche Dizem, et elle s'est mariée. Puis là, il va sortir de prison, puis ils vont habiter ensemble. Oh, wow! Et il va devenir son beau-père. C'est fascinant. OK, on regarde les images. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain. Quoi? Mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le 3e en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère, quand même! Je m'en fous, t'es complètement folle! Alors, vas-y, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille! Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous! On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, Arrête. quoi. Regarde comme elle est heureuse! Regarde! Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. On fera 10-15 de plus. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur! Tu restes assis. Je veux draguer le chauffeur! Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Non, 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 non.
que t'as dit, Michel? Laisse-moi faire les choses, putain! Arrête! T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. C'est une autre histoire. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon? C'est pas le 12 octobre, là? Non, c'est pas le 12 octobre, c'est en ce moment. Mais pourquoi l'innocence? Parce qu'il est innocent ou c'est quoi le... OK, bon, parce qu'il est supposément innocent, il est sorti de prison, mais il y a aussi Louis Garrel qui joue le rôle du fils, là, qui veut protéger sa mère, puis qui est un petit peu innocent lui-même. Alors, lui, il est un peu innocent, mais ça parle de préjugés parce que là, ben, il veut, alors lui, puis sa copine Clémence, qui est Noémie Merlan. Et Noémie Merlan, elle est célèbre parce qu'elle a joué avec Cate Blanchett dans le film Tar. Elle jouait son assistante. Et c'est vraiment une superbe actrice et vraiment jolie. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont espionner, ils vont suivre Roche Dizem, qui est le nouveau Michel, là, qui est le nouveau mari de sa mère. Et ils vont le suivre, ils vont l'espionner, ils vont faire toutes sortes de choses. Ils veulent voir s'il commence à faire d'autres activités criminelles ou si vraiment, là, il est dans le droit chemin. Et puis... là, ben, ils vont découvrir toutes sortes de choses, mais ils vont être impliqués dans toutes sortes de choses. Alors, c'est un film un peu policier, un peu romantique, définitivement une comédie, mais où il y a quand même une idée de préjugés. Qui est vraiment sans crime, puis... et pourtant, son beau-père, tu sais, Roche Dizem, va être assez sympathique. Il va essayer de l'amener de son bord, tu sais. Qu'est-ce qui arrive pour qu'il tombe en amour dans le scénario? La mère et Bien, c'est parce qu'elle travaillait, elle était metteur en scène et elle donnait des cours de théâtre en milieu carcéral. Donc, elle avait monté une pièce de théâtre avec Michel, qui est Roche Dizem, qui est le grand arabe, là. Et puis, mais c'est vraiment un très bon acteur. Donc, elle tu sais, il a quand même un charme fou, là. Il a une carrière, puis donc... elle est tombée en amour avec lui en travaillant. Et évidemment, son ex-mari est décédé, elle est seule, elle est veuve, et puis elle est tombée en amour avec lui, puis elle l'a épousé en prison. Puis est-ce que pendant que tu regardes le film, est-ce que c'est croyable? Est-ce qu'ils ont l'air vraiment amoureux? Oui, ils ont l'air vraiment amoureux. Mais on se pose toujours la question... tu sais, est-ce qu'il est dans le droit chemin ou non? Est-ce que... On a le même jugement que son fils. Que son fils, qui veut savoir, est-ce qu'il fait des manigances? Est-ce qu'il s'embarque dans des choses croches ou non? Je veux dire, il va trouver un travail, mais il n'a pas l'air de faire ça tout le temps. Alors, tu sais, et puis Clémence, ben sa copine, vraiment, lui avait perdu son épouse, il est veuf, et Clémence était la meilleure amie de lui et de sa femme. Donc, ils ne sont pas vraiment un couple, mais évidemment, là, en faisant cette petite histoire-là, puis en espionnant, en suivant, ils découvrent une certaine chimie l'un avec l'autre. Alors, donc, tu le recommandes, celui-là? Oui, puis c'est une bonne petite comédie. Ça prend l'affiche vendredi au Bytown. Ça va jouer pour une semaine, mais ça va peut-être jouer dans d'autres cinémas aussi. Merci beaucoup, Gisèle, pour tes suggestions. Bon retour au Canada aussi. Ah, merci. Et merci d'avoir été là ce soir. Et on attend le beau temps. Oui, ça s'en vient. Un gros merci aussi à Caroline Rochon d'avoir passé à l'émission. La semaine prochaine, je vais recevoir Michel Filiol et on parlera de l'image positive corporelle, surtout chez les jeunes femmes. Ça va être super intéressant. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Ottawa, je t'aime beaucoup. À la prochaine. Ciao.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Jeudi, Michael Lafleur nous fera découvrir les coulisses de son émission présentée sur les ondes d'Unique FM. Par la suite, Nerline Labissière vous présentera des bougies de massage organique confectionnées par son entreprise Design to Shine. Nous terminerons l'émission en parlant des formations de pré-apprentissage offertes par le collège La Cité. Tout ça et bien plus à Entre nous. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous